Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Complice, le podcast où je refais le crime avec mon complice et ami Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Aurélie, salut tout le monde. Ça va ? Très bien, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire et de pouvoir réagir. Aujourd'hui, Osvaldo et chers auditeurs, je vous emmène à la rencontre de Jessie et de Tommy, deux adolescents américains. Leur histoire, c'est celle d'une histoire d'amour qui vire au drame. Rien de bien original, tu me diras, et pourtant cette affaire est invraisemblable et digne d'un scénario de film. Je vous en dis pas plus. L'histoire de Jessie et Tommy se découpe en 3 chapitres. Alors restez bien jusqu'à la fin, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Prêts à plonger dans le crime et à mener l'enquête en notre compagnie ? C'est parti. Roulez! Le premier chapitre de notre histoire s'ouvre au printemps 2005 quand un ordinateur s'allume dans la petite ville de Clarence, dans l'État de New York aux États-Unis. C'est Tommy Montgomery qui se connecte à l'une des chatrooms du site de jeux en ligne pogo.com. Tommy a 18 ans et cet espace de discussion est réservé aux adolescents. Immédiatement, il commence à chatter avec Jessie, le diminutif de Jessica, inscrite sous le pseudo Tall Hot Blonde, ou en français Grande, sexy, blonde. Bien vu, une adolescente de 17 ans qui habite en Virginie occidentale sur la côte est américaine. Ça accroche tout de suite entre les deux jeunes, ils deviennent très vite intimes. Tommy confie à Jessie quelques secrets. Il lui écrit qu'il a perdu sa mère à l'âge de 12 ans, morte d'un cancer, et qu'à 17 ans, il a violé une pom-pom girl. Alors oui, c'est surprenant, je te l'accorde. Bizarre. Voilà, bizarre, mais c'est lui qui le raconte comme ça texto. Drôle de confession. Rongé par la honte et le désespoir, il décide de s'engager dans les Marines, l'un des corps de l'armée américaine. Quand il commence à discuter avec Jessie en mai 2005, il revient d'ailleurs tout juste d'une mission en Irak. Jessie est touchée par les confidences de Tommy. Elle sent chez lui un gros manque d'amour, elle cherche à le rassurer, elle lui dit qu'elle est fière de lui. Tommy finit par lui avouer qu'elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Tommy et Jessie ne se lâchent plus, ils deviennent de plus en plus proches. Après les messages instantanés, ils s'échangent quelques photos. Sur les photos de Jessie, on peut voir une jolie blonde élancée et sexy. Et avec ses cheveux roux, Tommy pose en uniforme de Marines. C'est un beau gaillard d'1m90 et 86 kg. Le temps libre de Tommy sur la base militaire où il est en poste est limité. Il ne peut se connecter sur Internet que quelques heures par jour. Ce qui est super frustrant pour nos deux jeunes tourtereaux. Alors Tommy demande à son père de se créer un profil sur le site, comme ça il peut servir d'intermédiaire et de messager quand l'un des deux n'est pas connecté. Petit à petit, au fil des messages et des photos, c'est de l'amour qui naît par écran interposé entre Jessie et Tommy. Leurs messages sont parfois tendres et parfois très crus et sexuellement explicites. Un amour virtuel, certes, mais un amour fou et passionné, mais aussi un amour parfois hors de contrôle et inquiétant. Tommy commence à montrer des signes de jalousie de plus en plus forts et dérangeants. Il est persuadé que Jessie flirte avec d'autres internautes à qui elle envoie aussi des photos suggestives. Jessie se défend que non, mais il ne veut pas la croire. Alors, comme preuve d'amour et de sa fidélité, Jessie envoie à Tommy un colis contenant un string en dentelle rouge qui lui appartient et un pendentif. C'est une preuve d'amour qui vaut ce qu'elle vaut. Tommy est convaincu ? Oui, il l'est, il finit par la pardonner. Très bien. Pendant 8 mois, Jessie et Tommy se parlent tous les jours sur la messagerie instantanée du forum et dès qu'ils le peuvent, ils s'appellent. En décembre 2005, Tommy demande Jessie en mariage. Elle lui répond immédiatement, je cite « Oh, j'accepte de t'épouser. Bientôt, je serai Jessica Blair Montgomery. » D'accord, donc on est sur un crush internet qui se transforme en amour passionnel jusqu'à une demande en mariage effective. C'est surprenant, ouais. Ils sont super heureux. Il lui envoie des fleurs, elle lui envoie plus de lingerie et parfois des bijoux gravés de leurs initiales. C'est l'amour fou. Ils imaginent leur première nuit ensemble. C'est une première fois pour Jessie. Alors elle a hâte et en même temps, elle a quand même un petit peu peur. Pour mieux saisir le lien qui unit Tommy et Jessie, je vous propose, auditeurs, de les laisser s'exprimer avec leurs propres mots. Osvaldo, oui. Veux-tu bien nous lire cette lettre que Tommy envoie à Jessie au moment de Noël ? Je me prête à l'exercice volontiers. Ma chère et tendre Jessie, chérie, j'aime tout ce que tu m'as offert à Noël. Mais ce que je chéris le plus, c'est notre amour. Je n'oublierai jamais ce Noël 2005 grâce à toi, ma douce. Bébé, j'ai tellement hâte de m'enfuir avec toi. Je te veux dans ma vie maintenant, demain et pour toujours. Chérie, je ne veux personne d'autre dans ma vie. J'ai trouvé mon ange et jamais je ne te quitterai sauf si tu me le demandes. Je resterai à tes côtés, chérie. Je ne partirai pas
Seul toi peux décider de me faire partir. Personne ne pourrait me séparer de toi, sinon je les en empêcherais. Je t'aime, Jessica Blair Schiller. J'ai hâte de te retrouver, j'ai hâte que nous ne soyons que tous les deux. Je t'aime, Jessica. Ton sexy marine. Tom. Merci Osvaldo. Jessica lui répond, elle, à cette lettre et elle écrit. Je cite. Mon cher et tendre Tommy, je t'aime tellement, chérie. Chaque jour, je remercie Dieu pour notre rencontre, bébé. Il a prévu de grandes et belles choses pour nous. Chérie, tu m'as transformée. Tu es mon monde, mon tout. Je t'aime, Tommy, pour toujours. Alors, dans ces lettres, on peut sentir un amour passionnel, des pointes de jalousie de la part de Tom qui vont peut-être devenir plus importantes à l'avenir, tu vas nous le dire. Mais en somme, rien non plus de trop inquiétant. C'est une relation qui a l'air quand même une relation virtuelle banale pour l'instant. Eh bien, cette histoire d'amour passionnel entre Tommy et Jessie, elle s'interrompt brutalement après 9 mois. Et en février 2006, Jessie reçoit une lettre d'une certaine Cindy, un courrier accompagné d'une photo. Je cite toujours « Laisse-moi te présenter les personnes sur la photo », lui écrit Cindy. « Voici mes 2 filles, de 12 et 14 ans. Aïe. Et au milieu, c'est Tom. Thomas Montgomery, mon mari depuis 1989. Il a 46 ans. Cindy Montgomery n'a pas de fils, seulement un mari, Tom, un ancien Marines de 46 ans. Tu l'auras compris sans doute comme nos auditeurs, Tom Montgomery, 46 ans, n'est ni plus ni moins que Tommy. Et oui. Cindy poursuit dans son courrier. Elle écrit « As-tu plus de 18 ans ? Mon mari pourrait être accusé de pédocriminalité. Tu pourrais être sa fille. À l'avenir, méfie-toi bien de ce que les gens racontent sur Internet. » C'est qui ce Thomas Montgomery ? Alors, laisse-moi te le présenter. Alors pour ça, on va revenir un petit peu en arrière, bien avant que Tommy ne rencontre Jessie. D'accord. Le père de famille, Thomas Montgomery, est bien loin du jeune marine fringant, courageux et bien bâti. À 46 ans, il a le crâne dégarni, une bedaine proéminente et une moustache aux reflets roux. Marié depuis 16 ans, son quotidien s'organise entre ses journées à l'usine à assembler des composants qui servent à fabriquer des outils de bricolage, ses soirées qu'il passe à promener son chien, et ses week-ends pendant lesquels il emmène ses filles à leur entraînement de natation. Une routine bien en place, sans éclat, et sans doute pas très fun. Son seul plaisir, ce sont les soirées poker avec les potes ou les jeux en ligne. Un jour, comme en témoigne son journal intime qu'il cache dans ses affaires à l'usine, il décide de devenir Tommy, un militaire de 18 ans, ceinture noire de karaté, blessé 2 fois par balle et aux mensurations impressionnantes. Il va même jusqu'à préciser, par écrit, la taille exacte du sexe de Tommy. La suite, tu la connais. Il se connecte sur la chatroom de pogo.com, il engage la conversation avec Jessica en se faisant passer pour Tommy. Et pour que sa couverture soit crédible, Thomas Montgomery va un peu plus loin. Il se crée un 2e personnage. À ton avis, lequel ? Son père. Exactement, le père du soi-disant Tommy. Et là où ça dénote quand même d'un vrai esprit rotor, c'est qu'il va faire des reproches à Jessie, en se faisant passer pour le père de Tommy, après la première crise de jalousie de Tommy. Quel reproche exactement ? Et bien, par exemple, je vais donner juste un exemple de message qu'il a envoyé à Jessica, en se faisant passer toujours pour le père de Tommy. Je cite « Tu vas le faire souffrir. Comme il est stupide, il croira tes putains de mensonges. » D'accord. À mon sens, Thomas Montgomery, il est complètement barré. Je te le dis comme je le pense. Il est barré et accro à ses conversations avec Jessie. Dès qu'il le peut, il se connecte à son ordinateur. Il raconte même à ses collègues qu'il a rencontré une fille et qu'il va divorcer. Et pourquoi c'est pas tout simplement un homme amoureux ? Sans doute amoureux d'une gamine de 17 ans. Thomas Montgomery semble s'être complètement autoconvaincu. Il a écrit dans son journal intime « Le 2 janvier 2006, Thomas Montgomery, 46 ans, n'existe plus. Il a été remplacé par un Marine de 18 ans blessé au combat. Et il va s'installer en Virginie occidentale pour être avec l'amour de sa vie. » Ah d'accord, donc là, effectivement, il a pris le virage identitaire complet et l'avatar qui s'était créé deviendrait donc son nouveau moi, son nouveau Montgomery. Ah ouais, ça laisse penser qu'il perd pied avec la réalité. D'accord. Mais le temps passe. Et Thomas Montgomery est toujours marié à Cindy. Il est toujours coincé dans le corps bedonnant et vieillissant de cet homme de 46 ans. Il s'écrit, toujours à lui-même, « J'aimerais savoir quand je pourrai me transformer en Tom et être prêt quand ça arrivera. » Wow. Arrive alors le début de l'année 2006. Cindy,
sa femme, finit par se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Son mari est scotché à son ordinateur, il passe des heures, des nuits entières sur Internet. Leur mariage n'est pas parfait, certes, mais le couple n'est pas au bord de la rupture pour autant. Jusqu'au jour où l'une de leurs filles allume l'ordinateur et tombe sur un message de Jessie. Elle en parle immédiatement à sa mère qui découvre le gros poteau rose. Cindy tombe des nues. C'est un sentiment d'immense déception et de colère qui s'empare d'elle. Elle décide alors d'envoyer un courrier, celui que j'ai lu tout à l'heure, à Jessica, pour lui révéler la réelle identité de Tommy. Suite à la découverte de la tromperie et des mensonges de Thomas, le couple ne divorce pas. Ils continuent de vivre ensemble, mais font chambre à part. Et Jessica dans tout ça? Comme tu peux l'imaginer, son monde s'est complètement écroulé. Mais elle a des doutes. Elle n'arrive pas à croire que son amoureux n'est pas celui qu'il prétendait être. Elle se demande si cette Cindy n'a pas tout inventé parce qu'elle veut Tommy pour elle toute seule. Alors Jessie se souvient que Tommy lui a parlé d'un de ses amis, un certain Brian Barrett, qui lui aussi fréquente la chatroom sous le pseudo Beefcake 1572, qu'on pourrait traduire par Je passe. Monsieur Muscle 1572. Tout le charme des pseudos sur Internet. Elle engage la conversation avec Brian et lui demande la vérité sur Tommy. Brian, malheureusement, lui confirme les révélations de Cindy. Tommy n'est autre que Monsieur Montgomery. Mais qui est Brian? Parce que là, on sent que Brian, il va jouer un rôle particulier dans cette affaire. Bien vu, complice. Brian a 22 ans. Alors lui, il a vraiment 22 ans pour le coup. On en est sûr? On en est sûr, et certain. Il est étudiant et travaille à temps partiel dans la même usine que Thomas. C'est comme ça qu'il le connaît. Et il joue aussi de temps en temps avec lui au poker. Quand Jessie apprend la vérité de la bouche de Brian, elle est complètement dévastée. Alors pour soigner son chagrin, elle se tourne vers Brian. Lui, il a plutôt envie de la consoler et elle souhaite se changer les idées. Alors ils commencent d'abord par jouer en ligne et petit à petit, ils se rapprochent et deviennent de plus en plus intimes. Forcément. Évidemment. Et là, ils décident de s'allier pour faire payer Thomas. Comment? Jessie et Brian s'en prennent à lui publiquement d'abord sur les forums du site Pogo. Ils le traitent de pédocriminel et de prédateur sexuel. Brian, de son côté, ne se prive pas de raconter toute l'histoire aux collègues de l'usine. Jessie va jusqu'à donner ses mots de passe à Brian pour qu'il se connecte à sa place et insulte Thomas en messagerie privée. Oh. La vie de Thomas devient un enfer. Ses amis et ses collègues lui tournent le dos et les parents d'élèves ne veulent plus lui confier leurs enfants. On a retrouvé des échanges que Thomas a eus en privé avec Jessie ou Brian. Alors il semble hyper en colère, à bout, violent. J'ai lu certaines des conversations, je les mettrai sur le site de Complice Podcast. Alors attention, c'est parfois super cru. Avec Brian, il adopte un ton très très énervé, car il se dit trahi par celui qu'il considérait comme son ami. Il lui demande de le laisser tranquille, et en même temps, il cherche à savoir précisément ce qu'il a fait avec Jessie, s'il lui a envoyé des photos sexy, s'ils ont fait du sexe virtuel, s'il a l'intention d'aller la voir. D'accord, donc il est de plus en plus menaçant envers Brian. Et avec Jessie, il fait le mec hyper jaloux, tout en disant qu'il ne veut plus avoir de contact avec elle. Alors franchement, à la lecture des échanges, je le trouve sans doute honnêtement désespéré, mais aussi carrément manipulateur et agressif. Il passe son temps à souffler le chaud et le froid avec Jessie. Il menace même de se suicider, mais alors moi j'y crois à moitié. Je pense qu'il a surtout envie de la faire réagir et de se faire aussi passer pour une victime. Oui, donc ça c'est la rhétorique classique de l'amant blessé qui essaye, qui joue le tout pour tantôt se victimiser, tantôt mettre la pression sur l'autre. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, malgré les mensonges et les messages virulents, Jessica, elle revient petit à petit vers Thomas. Peut-être parce qu'il lui rappelle ce Tommy dont elle est tombée éperdument amoureuse. Elle s'excuse de tout ce qu'elle et Brian lui ont fait subir. Si elle l'a fait, dit-elle, c'est par vengeance, pour toute la peine que Thomas lui a causée. Donc la stratégie de Tom a fonctionné. Ouais. Et elle va même jusqu'à lui avouer qu'elle a toujours des sentiments pour lui, alors qu'elle sait qui il est. Et là, les échanges repartent de plus belle. Mais, Jessie n'a en réalité jamais cessé de discuter avec Brian, en fait. Elle et Brian continuent leur romance en secret, jusqu'au jour où Brian convainc Jessie d'afficher publiquement leur relation sur la chatroom du site. Thomas, il est fou de rage. Il menace Jessie explicitement, il lui dit, et là je cite, « Tu vas perdre quelqu'un de proche si tu continues à me mentir. » Quelqu'un Quelqu'un Mais qui de proche. On ne sait pas. La menace, elle est claire. Au final, Jessie, elle obtempère et elle promet à Thomas de couper les ponts avec Brian. Thomas lui passe encore plus de temps qu'avant sur son ordinateur, il fait des déclarations d'amour à Jessie, mais alors ses crises de jalousie sont de plus en plus fréquentes et violentes. Dans le même temps, il s'est mis à fond dans le sport et devient même menaçant à l'encontre de ses collègues. On sent clairement qu'il est en train de perdre pied, Thomas Montgomery. Et tout ça sans jamais avoir vu sa dulcinée. Jamais. Et là, on arrive en septembre 2006.
Thomas réalise que Jesse continue de parler à Brian. Il entre dans une rage folle et il appelle Jesse en hurlant. Elle lui raccroche au nez et coupe toute communication avec lui. Le 15 septembre 2006, il est 22h16. Brian Barrett termine sa journée de travail à l'usine. Il traverse le parking pour rejoindre sa voiture. 3 coups de feu retentissent. Brian est touché à la nuque et dans le bras. Il s'écroule mort au volant de sa voiture. Les premiers soupçons vont se porter immédiatement sur Tom Montgomery. Et donc il est temps là d'ouvrir le dernier chapitre de notre histoire qui clôt cette affaire dans un final grandiose et complètement inattendu. Le corps de Brian est retrouvé 2 jours après avoir été tué. La police, effectivement, comme tu l'as dit Osvaldo, est très vite orientée sur la piste de Thomas Montgomery. Tout le monde connaissait leur antagonisme. Il avait proféré des menaces explicites à l'encontre de Brian, et 2 semaines avant sa mort, il s'était même renseigné sur ses horaires de boulot. Malin. En fouillant les affaires de Brian, les flics découvrent l'existence de Jessica. Ils la contactent tout de suite pour savoir si elle va bien, parce qu'ils ont en tête que Thomas pourrait également en vouloir à Jessica. Ils l'appellent pour lui apprendre ce qui s'est passé, la mort de Brian et les soupçons qu'ils ont sur Thomas Montgomery. Comment elle réagit ? Jessie est sous le choc, mais elle va bien. La police contacte quand même le commissariat de la ville où habite Jessica et demande qu'une patrouille aille chez elle pour s'assurer que tout va vraiment bien. Un policier arrive devant chez Jessica et il sonne. Une femme ouvre, c'est Mary, la mère de Jessie. Elle explique que sa fille n'est pas à la maison. Le policier trouve son comportement étrange. Mary est très nerveuse, alors il insiste pour parler à Jessica. Et non. La mère y craque. Non. Elle lui avoue la vérité. Jessie, Jessica Blair, tall, hot, blonde. N'est autre que Marie. Oui. Et oui, Osvaldo, c'est bien Marie. Cette femme de 45 ans, décrite par toutes et tous comme une mère de famille attentionnée, dévouée et appréciée dans sa communauté, a usurpé l'identité de Jessica, sa propre fille, pour aller chatter sur les forums pour adolescents et engager une romance avec Thomas Montgomery et Brian Barrett. Incroyable. Fou, hein ? Incroyable. Petite anecdote, quand il apprend la véritable identité de Jessica, le policier qui l'a eu au téléphone a du mal à croire qu'il a parlé à une mère de famille tellement la voix de la personne au bout du fil sonnait comme celle d'une adolescente. C'est complètement dingue. Thomas est arrêté 10 jours après le meurtre de Brian. Les policiers ont retrouvé son ADN sur une pêche qui était à proximité de la voiture de Brian sur le parking. Thomas n'avait pas d'alibi à l'heure du meurtre et une photo d'un fusil correspondant au modèle de l'arme qui a servi à tuer Brian a été retrouvée chez lui. L'arme n'a jamais été retrouvée. Jamais. Et ça n'a pas posé de problème dans la suite des inculpations ? Ça n'a pas empêché en tout cas le procureur de mener à bien son inculpation jusqu'au procès de Thomas Montgomery qui s'ouvre en août 2007. Mary, elle est entendue comme simple témoin. Elle n'est pas poursuivie car la loi a estimé qu'elle n'était coupable de rien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Mary, elle raconte. Elle raconte pourquoi et comment. Pendant 1 an et demi, elle a utilisé l'identité de sa fille, ses photos, sa lingerie, pour entretenir une relation avec 2 hommes, dont un adulte et un jeune de 22 ans. Et qu'est-ce qu'elle dit alors ? Comment elle explique ? C'est sans s'en rendre compte qu'elle aurait rejoint la chatroom de Pogo.com en utilisant l'identité de sa fille. Bien sûr. En gros, l'ordinateur était connecté avec les identifiants de Jessica, sa fille, et elle les a simplement utilisés, sans jamais les changer. Bien entendu. Bonsoir Pogo. Mary explique ensuite qu'elle n'a jamais eu l'intention de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle n'avait même pas besoin particulièrement d'amour. Elle était très heureuse dans son couple. Elle aurait agi comme une mère l'aurait fait avec Brian et Tommy, touchée par leur tendresse et leur besoin d'amour et d'attention. Et quand elle a appris que Tommy n'existait pas, elle a continué à parler avec Thomas Montgomery parce qu'elle avait peur qu'il s'en prenne à une vraie adolescente. Donc voilà ce qu'elle raconte, Mary. Mais ça tient pas une seule seconde, cette défense, et on n'y croit pas du tout. Ouais, moi non plus, j'y crois pas. Je trouve que c'est à minima être dans le déni, si ce n'est complètement se déresponsabiliser de tout ce qui s'est passé. Mais elle a jamais été inquiétée, même pour sa part de responsabilité quand même, dans le meurtre de Brian ? Jamais. En fait, c'est Thomas Montgomery qui est à la barre, qui est sur le banc des accusés. D'ailleurs, il plaide coupable de l'assassinat de Brian Barrett et il est condamné à 20 ans de prison. Le procureur général avait plaidé pour une peine de 25 ans.
en mettant en avant la personnalité de prédateur de Thomas et une claire volonté de faire souffrir Brian qui transparaissait dans tous leurs échanges. L'avocat de Thomas, lui, il a expliqué, ou en tout cas tenté d'expliquer, que son client avait complètement confondu réalité et fantasme. Après sa condamnation, Thomas Montgomery, divorcé de Cindy, tentera de mettre fin à ses jours, sans y parvenir. Il est toujours en prison aujourd'hui et il refuse de s'exprimer. Mary, elle, est libre. Son mari a demandé le divorce et sa fille refuse de lui parler. Donc la justice américaine a trouvé son coupable pour le meurtre de Brian et l'a jugé comme tel. Elle a estimé que Mary n'avait commis aucun crime, d'un point de vue pénal en tout cas. Et ça se comprend. Il a été démontré que Mary n'avait pas connaissance des intentions criminelles de Thomas Montgomery, ni qu'elle avait pu l'inciter à le faire. Ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est de se questionner sur les intentions et le degré de perversité de nos deux usurpateurs. Dans tout ce que j'ai lu à propos de cette affaire, il est très peu invoqué, à mon sens, la nature perverse et déviante de Thomas Montgomery. Il s'invente un personnage qui est celui qu'il aurait voulu être, un idéal de lui-même, tu l'as déjà dit, parce qu'il estime avoir raté sa vie sans doute. Thomas Montgomery a véritablement fait partie des Marines quand il était jeune, mais il n'y a jamais fait carrière. Et un jour, peut-être qu'il s'est regardé dans la glace et qu'il n'a pas aimé ce qu'il y a vu, et qu'il a créé ce personnage de Tommy. N'oublions pas qu'il s'invente quand même un personnage avec un grand sexe et un passé de violeur. Oui, en même temps, un homme qui va sur un site de rencontre pour s'amuser virtuellement ou peut-être pour concrétiser quelque chose, va pas prendre un pseudo dévalorisant pour lui. Il va pas s'appeler, on connaît le jeu des pseudos sur Internet, il va pas s'appeler Small Dick Michigan. Small Dick Michigan. Ça, on va le garder, ça. Ok pour le fait de se doter d'attributs extraordinaires. Mais alors, le fait de se doter d'un passif de violeur, enfin, alors qu'il a toute liberté, comme tu l'as dit, de s'inventer un pédigré de héros, de mec parfait, il choisit quand même d'endosser le rôle d'un mec qui a violé une pom-pom girl. Enfin, pour moi, c'est quand même des fantasmes hyper tordus. En fait, pour Thomas Montgomery, ce qu'il y a de fascinant, c'est la création là, de cet avatar, de ce personnage. Mais on peut se dire quand même qu'il y a un glissement avec le monde virtuel, en choc avec sa réalité d'homme de 40 ans, marié depuis X années, avec 2 enfants, etc. La plus tordue quand même des deux, c'est Mary. Tu trouves vraiment que c'est elle la plus perverse ? Plus perverse que un homme qui s'entiche d'une fille mineure qui pourrait être sa fille, qui crée un deuxième personnage, qui fait office de père la morale, qui veut la posséder à tout point de vue, qui lui empêche d'aller voir quelqu'un d'autre. Le délit que lui va commettre, ça sera pas un viol, ça sera un meurtre, et il agit par amour. Donc en fait, j'ai plutôt l'impression que ce Tom Montgomery, c'est un pauvre type, mais Marie, quand elle découvre le poteau rose, quand elle découvre la vérité, à ce moment-là, elle aurait pu aussi dire bah les masques, tiens banco, je vais profiter de cette occasion pour moi aussi dire qui je suis, révéler la vérité, et donc elle pourrait sauter sur l'occasion pour dire attends, c'est incroyable, j'ai fait en réalité comme toi, et donc vivons notre amour au grand jour, séparons-nous, installons-nous ensemble, et puis voilà, ayons une relation normale. Elle le fait pas du tout. Et pourquoi, à ton avis, elle le fait pas alors ? Le fait là d'avoir pris l'identité de sa fille, c'est très bizarre. Parce qu'on peut aussi penser qu'elle a voulu nuire à sa fille quand même. Les culottes qu'elle a envoyées, le petit paquet, etc., ça appartenait à qui ? Toute la lingerie, c'était celle de sa fille. Dans nos sociétés modernes, on est quand même, il y a une injonction sociétale de la bienveillance parentale. Mais on sait très bien qu'il y a aussi une jalousie ou une certaine rivalité qui peut exister entre parents et enfants. Il y a les textes, il y a quand même Star Wars qui nous a fait une superbe histoire là-dessus, il y a toute la mythologie grecque qui nous a parlé de ça. Et là, avec le personnage de Marie, on est sûrement quand même sur quelqu'un qui voit en sa fille une rivale, quelqu'un de meilleur qu'elle. Alors est-ce qu'elle veut clairement l'unir ? Non. C'est ça en fait qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est quand il n'y a rien de... Ouais, elle l'utilise. Et comme Tom va se créer et utiliser l'image de lui quand il était jeune, ou l'image de celui qu'il aurait aimé être quand il était jeune, comme Marie aurait pu utiliser l'image de
de Jessica, sa fille, qu'elle aurait aimé être mais qu'elle n'a pas été. Enfin, il y a des trucs assez intéressants. Ouais. Si on compare Tom et Marie, Tom a joué un double jeu avec une seule personne, Marie. Marie a d'abord volé l'identité de sa fille pour donc jouer virtuellement avec un homme. C'est tordu, mais soit. Mais par contre, quand la vérité éclate et qu'il y a une troisième personne, Brian, elle connaît sa véritable identité, qui a 22 ans, etc., qui continue à jouer ce jeu bizarre, c'est très étrange. Les deux, moi, je trouve que dans ce jeu bizarre, les deux, Thomas Montgomery comme Mary, les deux continuent en connaissance de cause. Alors Thomas, en pensant vraiment s'adresser à une jeune fille de 17 ans, continue de lui faire croire qu'il a des sentiments pour elle, enfin de jouer avec ses sentiments, donc quitte à la rendre malheureuse, ce que fait Mary aussi également avec Thomas et avec Brian. Là-dessus, je trouve qu'ils sont à égalité, si je peux m'exprimer ainsi, sur le manque d'empathie et la malveillance vis-à-vis des personnes avec lesquelles ils chattent. Je trouve qu'il y a une histoire de possessivité, c'est d'avoir, en fait, ce qui leur plaisait, c'était de posséder, de contrôler un autre, et a fortiori quelqu'un de plus jeune, un peu comme une proie, et des jolies proies, puisque Thomas, sur sa photo de jeune Tommy, il était plutôt fringant. Brian, vous irez voir sur le site, c'est plutôt aussi un beau mec, et Jessica aussi était, enfin en tout cas selon les canons de beauté américains, très jolie également. Comment ça aurait terminé, enfin comment ça aurait pu évoluer plutôt, si Tom n'avait pas tué Brian? Si Brian n'avait jamais existé, ou même n'était jamais intervenu dans cette histoire amoureuse virtuelle, je pense Tom aurait quitté sa femme et... Non, je pense qu'ils auraient continué chacun dans leur mensonge et à faire en sorte que ça dure, tout en évitant soigneusement et en trouvant des excuses pour éviter que l'autre ait envie d'aller plus loin, en fait. Ce qui est incroyable, c'est la rencontre de deux menteurs de même nature, comme ça, à des milliers de kilomètres de distance. Ce qui est fou aussi quand même, c'est que Tom a tué pour quelqu'un qui n'existait pas. Juridiquement et au niveau pénal, c'est difficile d'incriminer Marie, mais quand même, elle a une responsabilité claire dans cette affaire. Un peu ironiquement, celle qui avait raison depuis le début, c'est quand même Cindy, l'ex-femme de Thomas, qui avait dit à Jessie, si tu te souviens bien, « Méfie-toi bien de ce que les gens racontent sur Internet. » Moi, je pense que tu vas continuer à y réfléchir, je le sens. Ouais, je vais continuer à me faire des films. On se retrouve très vite, toi et moi, pour un prochain épisode et un nouveau fait divers à décrypter ensemble. Alors, à très vite. Merci Osvaldo. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Complice, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts. Et retrouvez-moi sur complicepodcast.com, complice avec un S, pour écouter tous les épisodes, partager vos théories avec la communauté Complice ou même me proposer de nouveaux faits divers à raconter. À bientôt!